Et nous ouvrons notre fenêtre sur les assises nationales sur le Nord qui se sont poursuivies ce matin au CICB. La journée a été marquée par les travaux des commissions. Il s'agit notamment de la commission de la réconciliation nationale. Cette commission doit faire une série de propositions en vue de mieux orienter l'action gouvernementale en matière de réconciliation. Bourama Traoré. À l'ouverture des assises sur le Nord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait fixé les caps. Aucun sujet n'est tabou, a-t-il précisé. Au deuxième jour de ces assises, les débats étaient houleux et francs. Au niveau de la commission de la réconciliation nationale, par exemple, les participants se sont dit les 4 vérités, mais dans un respect mutuel et un esprit constructif. Première question, quel contenu peut-on donner au concept de réconciliation nationale? Ça veut dire que les Maliens doivent entre eux s'asseoir, parler de leurs problèmes, dire ce qui ne va pas et trouver les solutions. La définition que moi je la donne, c'est d'accepter de pardonner. Il faudra que nous acceptons de pardonner tout en n'oubliant pas. Pour que cela se fasse, il faudra que nous acceptons de mettre notre culture comme facteur de cohésion sociale. La réconciliation nationale, pour moi, c'est de vivre ensemble, noir et blanc, du nord comme au sud. Quand on parle de réconciliation nationale, il faut quand même renoncer à beaucoup de choses. Il faut qu'on se réconcilie avec nous-mêmes d'abord. Deuxième question, que faut-il faire pour aller à la vraie réconciliation des cœurs et des esprits? Pour y parvenir, certains estiment nécessaire de rétablir toute la vérité sur les événements passés afin de rendre justice aux victimes. Pour d'autres, les Maliens doivent avant tout se pardonner et s'accepter. Chacun sache raison garder. C'est vrai, il y a eu un problème, il est grave, mais c'est des Maliens. Nous sommes tous des Maliens. Tous ces gens qui ont pris des armes ont leurs parents ici, entre nous, parmi nous. Chacun de nous est concerné d'une manière ou d'une autre, ou par lien de sang, ou par lien de mariage. Je pense que le problème n'aura pas de solution tant qu'il n'est pas bien posé. On parle du problème du Nord, moi je pense que le problème n'est pas seulement au Nord, c'est un problème malien. Pour qu'il y ait aujourd'hui une réconciliation, même quand il y a un accord pour pouvoir le respecter, il faut l'État. La réconciliation nationale, Sikasso fait partie, Ségou fait partie, Mopti fait partie, Kaï fait partie et que sais-je encore. Donc il faudra que nous acceptons d'aller vers toutes ces régions. Comme les autres commissions de travail, celle de la réconciliation nationale doit formuler certaines recommandations. Recommandations qui seront présentées à la plénière en vue de mieux orienter l'action gouvernementale en la matière. Aux assises nationales sur le Nord, une délégation des réfugiés et des déplacés participe aux travaux. Notre équipe de reportage s'est intéressée à un réfugié malien en Mauritanie et un déplacé du Nord à Bamako. Sidi Mohamed Ould Kater et Ibrahim Ag Sheban racontent comment ils ont vécu la crise sécuritaire et comment ils vivent aujourd'hui. Ils s'expriment dans ce reportage signé Bourama Traoré. L'un est réfugié, l'autre est déplacé. Dénominateur commun, ils sont tous maliens. Sidi Mohamed Ould Kater et Ibrahim Ag-Sheban sont les victimes de la crise sécuritaire dans le nord du Mali. J'ai quitté le Mali depuis janvier 2013, au camp de réfugiés d'Embera. Je suis en Mauritanie. 13 mois que je suis à Bamako. Déplacé de Gundam pour venir à Bamako, sachant parfaitement qu'étant à Bamako, je serai à l'abri de certaines situations d'insécurité. Pendant plus d'1 an, les prétendus djihadistes ont régné en maître absolu dans cette partie du Mali. Leur seul dessein, terroriser les populations. Et la seule solution pour échapper aux exactions de ces hommes sans foi ni loi était de fuir selon nos compatriotes. On n'était pas en mesure de rester parce que nos frères ont été tués, nos biens ont été pillés et nous avons pris la fuite. Donc nous avons pris nos familles pour sortir. Il faut aller se réfugier quelque part. Depuis que je suis arrivé, je n'ai reçu aucun appui de qui que ce soit. Je vis avec mes propres moyens. Je suis retraité, donc je vis avec ma pension. Après l'intervention militaire réussie de la coalition internationale, le nord du Mali commence à se stabiliser, d'où le désir de nos compatriotes de retourner dans leur localité d'origine, car, disent-ils, on est mieux que chez soi. Nous voulons aussi le retour au pays, parce que rien ne peut compenser la patrie. Même si on a vécu beaucoup de choses dans la patrie, c'est notre patrie.
Nous voulons vraiment que les gens puissent retourner chez eux sans être indexés par qui que ce soit. Je souhaiterais vraiment que la paix, la sécurité revienne au Mali pour que je puisse retourner tranquillement dans mon cercle, dans ma ville, dans ma commune. Le réfugié Sidi Mohamed Ould-Kater et le déplacé Ibrahim Agsheban s'inscrivent dans le processus du dialogue et de la réconciliation nationale. Nos compatriotes se disent convaincus d'une chose, la sortie définitive du Mali de la crise passe par un sursaut national. Comment faire de la région le nœud du développement au nord? Quelle place accorder aux chefferies traditionnelles dans la communalisation? Comment construire une décentralisation participative dans le nouveau contexte? Ce sont là les principales consignes sur lesquelles la commission gouvernance locale a travaillé. Lamine Tchekoura Koulibaly. La régionalisation est une forme de décentralisation dans laquelle l'État transfère des pouvoirs aux régions. Pouvoir administratif, économique, culturel, etc. Mais dans les échanges, des participants ont invoqué le déterminisme géographique pour noter que la future régionalisation risque plutôt d'accroître le fossé sud-nord, le nord accusant déjà un retard considérable comparativement au sud. Je suis contre cette idéologie. À Kidal, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des richesses inestimables, mais c'est des richesses qui ne sont pas exploitées. Essayez de nous donner la route, le goudron qui relie Gao jusqu'à Tinzaouaten. Kidal s'ouvrira au monde, le monde s'ouvrira à Kidal. Les gens viendront de partout. Les gens sont tellement devenus pessimistes que certains ont osé dire que Kidal ne sera jamais Sikasso. C'est une question de volonté politique. Gao peut être Bamako lorsque les hommes sont convaincus, mettent en œuvre vraiment l'amour du pays, la volonté de construire, la volonté de se regarder, de se dire la vérité, la volonté de s'aimer. En ce moment, nous pouvons faire des montagnes. Il va falloir que chacun se décide. Moi, je suis du Nord, j'opte pour le développement du Nord. Là, chacun s'y met, on peut relever le défi. Mais si tout le monde croise les bras, on se dit l'État, à chaque fois on prend les armes, on s'entretient, il faut comprendre que nous sommes tous du même pays, nous sommes des frères. Et la chose que moi, personnellement, que j'encourage, dorénavant, qu'on ne regarde plus les gens par leur couleur. On s'en fiche qui est noir, qui est jaune, qui est rouge. On s'en fiche qui est musulman, qui est chrétien, qui n'est même pas rien, mais qu'on regarde les compétences. Chacun doit être récompensé par le travail fourni. C'est pour cela que l'accent est mis aujourd'hui sur la nécessité d'aller à une décentralisation participative. Quel type de citoyens devons-nous avoir en contexte de décentralisation? Est-ce qu'on doit avoir un citoyen qui tend toujours la main à l'État? Ou on doit avoir un citoyen contribuable qui dit l'école coûte 20 millions, l'État me donne 18, je cherche 3 et je demande aux parents d'élèves d'en payer le reste. Et ça m'amène à la fiscalité locale. Personne n'en a parlé. Est-ce qu'il est possible de créer des collectivités territoriales sans fiscalité? Et s'il y a fiscalité, comment je dois presser les citoyens de la commune de Salam pour que j'ai une école à Agouni, que j'en ai une autre à Bouchbeha, une autre à Arawan, une autre à Foumal Alba, une autre à Taoudeni, une autre à Tegaza. Comment? Plusieurs participants se prononcent par ailleurs pour l'affectation aux communes du patrimoine foncier, afin de leur permettre de planifier leur développement. Les chefferies traditionnelles doivent évoluer en dehors du champ politique, soutiennent unanimement les participants. En retour, il convient d'accroître leur pouvoir et pourquoi pas faire d'eux des membres désignés au sein des conseils communaux, aux côtés des membres élus. Au cours des échanges au sein de la gouvernance locale, le terme Azawad est apparu plusieurs fois et l'appellation a opposé ceux qui soutiennent qu'elle désigne simplement une région géographique comme le Bélédougou ou le Ouassoulou à d'autres qui invoquent la charge politique qu'elle renferme pour demander son rejet. Lamine Tchekoura Koulibaly a recueilli le point de vue de Sidi Mohamed Ag Ishrash, ressortissant le Tessalite et ancien leader de la rébellion de 1990. Il identifie par ailleurs les facteurs qui bloquent la décentralisation à Kidal. C'est une appellation qui ne doit pas diviser, bien qu'elle doive faire l'objet d'interrogations. Dans le pacte national de 1992,
le mot Azawad avait été utilisé. Et le gouvernement avait dit à l'époque qu'il n'était pas opposé à cette appellation, à condition que les populations des 3 régions se mettent d'accord pour désigner ainsi les 3 régions, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas parce que chacune des régions se reconnaît dans son appellation traditionnelle. Donc je pense que l'Azawad, c'est une partie de la région de Tombouctou, ce n'est pas Gao, ce n'est pas Kidal. Selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la réussite de la décentralisation dans une région comme Kidal? Le problème principal de la région de Kidal, c'est d'abord que depuis 1990, il n'y a pas eu une paix réelle dans la région de Kidal. Il y a toujours eu des incidents qui ont rendu difficile, voire impossible, la réalisation de certains programmes de développement. Ensuite, le deuxième problème, en tout cas concernant la région de Kidal, c'est la qualité des élus. Les élus de la région de Kidal sont pour la plupart analphabètes. Le troisième problème qui est aussi réel, c'est qu'on a créé quelque part des communes qui ne sont pas viables. Le quatrième problème, à mon avis, qui est commun à toutes les communes du Mali, c'est qu'il n'y a pas de restitution des activités des communes aux électeurs. Parlant des chefferies traditionnelles, vous pensez qu'il faille aujourd'hui élargir la taille des conseillers communaux aux chefs traditionnels? Je ne suis pas un grand partisan de division tribale ou sectaire ou autre. Moi, je pense qu'un pays ou une communauté se développe lorsque les gens sont ensemble et qu'ils mutualisent leurs efforts. Mais cela dit, il y a une réalité dans la région de Kidal qui fait qu'il y a une compétition acharnée entre les différentes communautés pour l'accès aux différents postes électifs. Cela crée des frustrations lorsqu'un chef de fraction voit le chef de fraction voisin qui est élu maire ou bien conseiller communal. Ça crée des frustrations et il serait à mon avis très intéressant de trouver une solution. Et ce que personnellement je propose pour la région de Kidal, c'est de faire en sorte que les chefs de fraction, les chefs de village, tous les chefs de fraction et tous les chefs de village soient automatiquement membres des conseils communaux de leur commune. Ça permettra de les mettre à l'écart des joutes politiques. Ça permettra de les mettre à l'égard de tous ces jeux politiciens qui les décrédibilisent. Cela crée une rupture de la confiance entre ces chefs de fraction et la partie de leurs électeurs qui ne votent pas pour eux. Or, si les chefs ne présentent pas les qualités de neutralité requises, ils ne peuvent plus arbitrer les conflits. Et en même temps, vous ajoutez que cela permettrait d'élargir la taille du conseil communal, qui sera plus représentatif en ce moment de la communauté. Ah oui, vous savez, il y a des communes qui sont administrées par un conseil communal de 11 membres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une commune qui fait souvent 30 ou 40 000 habitants ne peut pas être représentée par 11 personnes. On n'a rien à perdre en élargissant le nombre de membres du conseil communal de manière à impliquer le maximum de personnes, les chefs de fraction notamment, les chefs de village, les femmes, les jeunes, la société civile, les cadres locaux, ce qui permettrait de disposer quand même d'une masse critique de personnes capables de discuter des programmes de développement et mieux de mobiliser la population autour de ces programmes de développement. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous n'impliquez pas dans les conseils communaux les élites locales, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, vous ne pouvez pas obtenir la synergie nécessaire au développement. À mon avis, c'est un fait bloquant du développement communal. Je mène les mêmes raisonnements, par exemple, au niveau de l'Assemblée régionale, qu'on appelle maintenant le Conseil régional. Je donne le cas de la région de Kidal. Le Conseil régional comporte 8 personnes, 8 membres. Comment 8 membres peuvent décider des questions de développement pour toute la région? Et c'est d'autant plus grave que parmi les 8 membres, il n'y a pas de cadres, il n'y a pas la société civile, il n'y a pas les chefs de fraction, il n'y a pas les chefs des services techniques. Mais comment ces 8 membres vont élaborer les programmes régionaux de développement? Et même s'ils arrivent à l'élaborer, mais comment ils vont l'exécuter? Comment ils vont le suivre? Comment ils vont sensibiliser les populations? Je pense que le nombre de membres des conseils communaux ou de l'Assemblée régionale aujourd'hui est un fait réellement bloquant pour le développement et de la décentralisation.